Depuis toujours, on apprend à coder avec des livres, des documentations et des tonnes de lignes de texte. Mais est-ce vraiment le format le plus adapté à tout le monde? Dans un monde où Kubernetes ressemble parfois plus à un casse-tête qu'à une simple stack, l'apprentissage visuel pourrait bien être une solution. Schéma, illustration, diagramme, et si voir et aider vraiment à comprendre. Mais alors, pourquoi les contenus texte sont-ils si rarement adaptés au cerveau visuel? Comment représenter un pod en plein Covid? Et surtout, comment intégrer ces pratiques dans notre quotidien pour mieux apprendre, expliquer et partager? Pour répondre à ces questions illustrées, je ne reçois pas Léonard de Vinci, mais elle s'y connaît en schéma technique. Aurélie, bonjour. Salut. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Aurélie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Ouais. Alors je m'appelle Aurélie Vache. Je suis développeur Vedcase chez OVH Cloud depuis 3 ans et demi. Et je suis depuis 20 ans presque dans la tech en fait. Ok. Alors, comme on se voit pour parler d'apprentissage, la première question que je me dois de te poser, c'est toi, comment est-ce que tu as appris à coder? Ah, très bonne question. Alors en fait, j'ai commencé, on va dire, vraiment à apprendre à coder, on va dire, seul. Donc de manière autodidacte. J'ai eu donc mon premier ordinateur, un HP à 133 MHz. Ouh là là, 133 MHz. Beaucoup. À l'époque, c'était énorme. Ouais, non, mais attends, je partage. C'est beaucoup. Et du coup, j'ai eu un ordinateur et j'étais la seule personne dans la famille, avec ma mère et mon beau-père, à savoir m'en servir. Du coup, j'ai appris seul. Et très rapidement, en fait, et aussi après quelques années, en troisième, j'étais dans un club d'informatique où j'ai créé mes premiers sites web avec front page, etc. On a tous fait des erreurs. À l'époque, c'était le summum. Tu vois. Et du coup, j'ai commencé seule, en fait, à apprendre à coder. Et je pense que mes premières lignes de code, c'était en Turbo Pascal. Ok. Donc, et on va dire que ça m'a on va dire, vite plu, en fait. Ok. C'était cool. T'as fait des études d'ingénierie après, ou de dev de manière générale, ou t'as continué sur un track autodidacte? Alors en fait, j'ai fait un bac STT, donc sciences et technologies du tertiaire, option informatique de gestion. Et en gros, c'était un bac à l'époque. À l'époque, tu avais encore bac S, bac ES. Je sais pas si les auditeurs, auditrices, c'est bon, ils sont connus quand même. Parce que ça change beaucoup. Hein. Et le truc, c'est que j'ai fait ce bac STT parce qu'à l'époque, j'ai mon conseiller d'orientation en troisième qui m'a dit « Alors Aurélie, j'aime le dessin, j'aime l'informatique. » Donc il m'a dit « Tu es une bonne élève, donc si tu veux faire de l'informatique, du dev, il faut faire ce bac-là. Okay. » Et moi, en fait, à aucun moment, j'ai eu un CPE, quelqu'un qui m'a dit il faut faire une école d'ingénieur, en fait. Jamais eu, jamais. Donc, du coup, j'ai fait un bac STT. Après, j'ai continué, j'ai fait un BTS. Donc, pareil, c'est le BTS informatique de gestion, option développeur d'application. Et après, en fait, je voulais continuer donc, avec 3 ans de plus pour faire un IUP-miage. Sauf que donc, j'ai été pris par dossier, mais après, je suis allée faire un oral. J'ai fait l'oral, il y avait un jury de 7-8 personnes. J'étais très stressée, j'ai beaucoup bégayé. Et du coup, ils m'ont dit non. Donc, j'ai pas pu faire
et 3 années de plus, mais j'ai continué 1 an de plus avec une licence pro, en fait. Ok. Donc voilà, Donc, tu as eu, j'imagine. bac plus 3. Mais tu as eu aussi vu l'époque, parce que moi j'ai appris aussi à coder à peu près dans les mêmes époques. Je me souviens effectivement des ordinateurs à l'époque où ça se comptait en quelques centaines de mégahertz. On faisait attention à l'époque. Hein. Mais oui, c'était. À l'époque, il y avait quand même assez peu de contenu disponible. On Oui. apprenait beaucoup avec des livres. Il y avait déjà quelques ressources qui commençaient à popper sur Internet, mais quasiment tout en anglais. Alors, Et tu avais quand même donc le site développé.com. C'est là où j'ai appris pas mal le Java. Et tu avais également le site du zéro. Le site du Qui zéro, est c'est ce que maintenant j'allais dire. Open Classroom. Si Ah mes ouais souvenirs sont bons. Ah, peut-être, je savais pas que c'était Si, là. ouais. Ok. Enfin, le site du zéro, moi à l'époque, c'était génial. Ouais. C'est là où on commençait à avoir des ressources en français. C'était gratuit. Et oui, en fait, le site du zéro, si je dis pas de bêtises, hein, les auditeurs font « Ah non, il dit des bêtises !» Si je dis pas de bêtises, le site du zéro, après, ça a été racheté. Il y a eu en gros un changement avec Ouais. Open Classroom. Donc, le sujet que tu viens évoquer avec nous aujourd'hui, c'est effectivement cette notion d'apprentissage visuel. Pour essayer de faire une transition vers ce sujet-là, est-ce que tu penses que... parce qu'au final, il y a plein de gens qui ont su apprendre à coder avec ces environnements purement textuels Oui. il y a pas mal d'années. Mais en même temps, on ne codait pas de la même façon, la complexité n'était pas la même à l'époque. Et La effectivement, technologie aussi. Hein. ouais. Et donc, tu as effectivement ton livre qui est sorti sur Cube. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, quand je vois la complexité de ce qu'est un cube, si c'était uniquement lire de la doc, je pense qu'effectivement, ça aurait été un peu abrupt, on va dire. Qu'est-ce que tu vois comme au-delà peut-être même de ces sujets de complexité, qu'est-ce que tu vois toi comme intérêt de cette RD, puis même déjà avant le pourquoi, qu'est-ce qu'on entend par un apprentissage visuel? Alors en fait, comme tu l'as dit à l'époque, et même encore, on va dire que la majorité des livres pour apprendre des langages, pour apprendre des concepts, des techniques de l'informatique, c'est des livres avec des mots. Comme on en voit là sur la pièce en fait. Et le truc c'est que donc c'est bien, sauf que je me suis aperçue aussi à la longue avec tous mes articles de blog, tout mon contenu, mes talks et mes livres en fait, je me suis aperçue que mettre du visuel, en gros, cela permet de rendre concret des concepts qui sont abstraits en fait. Et du coup, cela permet de mieux apprendre, de mieux comprendre, de se rappeler et mettre un visuel, mettre une image sur un concept qui est totalement abstrait, ça te permet toi de comprendre mieux également en fait. Du coup, le visuel, ça permet de comprendre, de mémoriser, d'apprendre et aussi, grâce au visuel, ça te permet également toi de transmettre également. Alors, c'est vrai que moi j'ai aussi souvent cette tendance parfois à avoir envie plutôt de prendre un crayon, mais c'est vrai que quand tu prends un crayon, t'as pas envie d'écrire des lignes de code parce que c'est pas on n'a pas envie d'écrire. On l'a fait par contre. Hein. Alors moi ça je l'ai jamais connu, mais on m'a déjà parlé effectivement d'entretien de recrutement où il fallait écrire du code avec un stylo, mais moi ça j'ai jamais eu. Donc dans cette notion d'apprentissage visuel, l'idée c'est effectivement de passer uniquement par du graphe, par du dessin, par de la représentation. Schéma, en fait c'est simple parce que si tu dois, même si tu as un problème et tu veux poser la question à tes collègues, que ce soit en vrai ou en remote, etc. Ou bien si tu as une problématique et tu veux expliquer, tu es bloqué, donc tu as besoin qu'on t'aide, avoir le réflexe, prendre un crayon, un bout de papier, une feuille, ou bien tu as une tablette, tu prends ta tablette, ou bien tu as quelques outils en ligne qui te permettent d'avoir un tableau blanc, tu as aussi quelques outils comme Calidraw, c'est un site en ligne qui te permet de faire des schémas de façon avec un crayonné, sympa. Et avoir ces outils, ou même un crayon papier, toi, du coup, tu vas te dire, attends, j'ai cette question, j'ai cette problématique, donc du coup, toi, ce que tu vas faire, c'est tu vas te forcer déjà
Tu vas te forcer à essayer de transcrire ce que tu as dans la tête avec des carrés, des flèches, des ronds. Et ça, en fait, c'est un minimum. Si tu schématises, si tu mets un mélange de mots, un mélange de flèches, un mélange de schémas, de ce que tu veux, déjà, tu vas commencer on va dire, à faire tes itérations. Tu vas faire tes propres itérations à toi, et en te forçant à faire ça, en fait, tu vas également traduire de l'abstrait en visuel, et ça permet aussi aux autres personnes de comprendre. Et ce qui est bien, j'ai déjà fait cet exercice avec un de mes collègues dans une entreprise d'avant, qui parlait super vite, qui réfléchissait super vite. Stop, hein, il est doué, etc. Sauf que le problème, c'est quand il nous peut parler, ça allait trop vite en fait. Son cerveau allait trop vite, et pour nous, on comprenait pas. Et du coup, à un moment, je me suis posée avec lui. Il avait toujours un cahier. Je lui ai dit stop, on s'arrête, on prend le cahier. Il a commencé à schématiser. Ça allait très vite. On reprend, on respire, et à force d'itérer aussi son schéma, de très complexe, il est devenu plus simple, et ça a permis à ce que toute l'équipe entière, elle puisse prendre en fait ce qu'il avait en tête. Ouais, je vois. Mais est-ce que cette représentation, justement, avec des carrés, des ronds, des flèches, et toutes les formes de symboles qu'on peut imaginer, est-ce que ça t'oblige pas aussi parfois au fait, où ça t'empêche d'avoir un certain niveau de précision, où du coup tu gardes une vision très, très macro, très haute, et qui t'empêche d'aller dans le détail? En fait, à mon avis, tout dépend en fait ce que tu veux imaginer en fait. Mais si on va dire, si c'est un gros on va dire truc, à mon avis, c'est meilleur en fait de découper et de faire que micro, alors du coup, tu vois. Ok. On va dire que un concept ou que une problématique à la fois en fait. Alors du coup, je sais pas si c'est que parfois c'est peut-être un peu trop le désordre dans moi, ma manière de... Mais tu vois, parfois, quand j'essaye effectivement de mettre sur le papier ou sur le tableau, enfin on s'en fout, mais de représenter effectivement de manière visuelle, je sais jamais vraiment... En fait, je sais par où commencer, mais très vite, ça devient en fait un espèce de bordel. Un bordel, ouais. Et c'est compliqué à organiser. Et j'entends qu'effectivement, il y a une vraie valeur dans la transmission de effectivement ce type de transmission et de représentation. Mais qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour justement trouver les bonnes représentations, ou la bonne approche, ou est-ce qu'au final, c'est que... Parce que j'entends que la notion d'itération, c'est pratique quand tu es sur un ordinateur. Mais quand tu es sur ton tableau blanc, ou pire sur une feuille blanche, on peut le faire aussi. Hein. L'itération, mais tu vois, elle est plus complexe, parce qu'il faut effacer, il faut refaire. Enfin, c'est pas aussi facile que... Donc, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, justement, sur... Pratiquer et pratiquer, en fait. Parce que, en tout cas, pour moi, on va dire que faire et refaire et, on va dire, revenir sur un schéma, sur un visuel que j'ai fait il y a 1, 2, 3, 4 ans, avec mes X années en plus, avec le savoir que j'ai eu en plus, avec les expériences que j'ai vues, ça va m'aider à améliorer ce schéma, améliorer ce visuel. Et du coup, tu dis itérer, si, en fait, c'est bien de refaire un schéma, tenter de le re-expliquer, parce que, et en plus, et c'est bien de tenter de rendre visuel des idées, et d'autres idées, d'autres concepts, de technologies, parce qu'au fur et à mesure, tu vas te créer en fait ta propre boîte à outils en fait. Okay. Et du coup, avec un crayon papier, c'est plus dur de faire des copier-coller, d'où la tablette qui, moi, voilà, c'est que j'adore, je suis très crayon à la base. Je suis pas Apple, sur l'iPad. Je suis anti-Apple à la base, je suis crayon, mais je suis venue en fait à avoir la tablette parce que à force, je me suis créé mes visuels.
une boîte à outils. Donc comme ça, j'ai une idée. Ah, bah je gagne du temps. Là, je sais ce que je vais expliquer. Donc j'ai ma boîte à outils. C'est comme si j'avais en gros mon éditeur de code en fait, et que je prends donc mes, on va dire, toutes mes fonctions de aide en fait. Ok. Helper. Et ben là, du coup, c'est pareil. J'ai mon petit outil, mon logiciel, j'ai une boîte à outils. Et du coup, bah, je vais prendre ce que j'ai déjà fait. Et parce que bah, ça me permet de gagner du temps. Et en plus, et à force, tu te crées ta boîte à outils, en fait. Ouais. Alors, dans ce Pratique. dans ce que tu décris, effectivement, d'itérer sur ses propres idées, que ça aide du coup à les mettre claires et autres, ce que tu décris aussi un peu, c'est le principe du rubber duck. Cette personne qu'on Ouais. a à côté de son ordinateur Canard. pour essayer Le petit canard. d'expliquer des choses, pour essayer d'identifier les points où on aurait oublié quelque chose ou pour expliquer Oui. un bug qu'on rencontre. Est-ce que pour toi, au final, cette représentation, le fait de reprendre le crayon, te permet de revenir à quelque chose de ce principe du rubber duck, en fait, de donner un regard extérieur à ta propre perspective? Oui, bah, parce que, en gros, en fait, ça va me forcer à, on va dire, donc, à essayer de trouver les bons mots. En gros, c'est comme quand tu dois, on va dire, expliquer donc, quelque chose à quelqu'un. Donc, soit on va dire quelqu'un de vrai, soit ton canard, ou ce que tu veux, bah tu vas être obligé de reformuler. Et tu vas être obligé de également, avant de creuser, en fait. Et moi, bah, on va dire que donc que le fait du coup donc de avoir à trouver du visuel pour expliquer donc des thèmes technologiques qui sont très complexes, et bah cela m'a forcé du coup à creuser. Très loin, mais voilà quoi. Ouais. C'est très intéressant au final. Et ça a été quoi le déclencheur pour toi de cette réflexion sur l'importance de l'apprentissage visuel qui t'a amené à écrire ce livre? Alors en fait, il était une fois, non. En gros, donc ça a commencé en plein premier confinement, donc en 2020, en mars, du coup. Il y a 5 ans, 5 ans quand Ça même. file, ça file. 2002, ça y est. En gros, en fait, donc c'était un samedi ou un dimanche après-midi. Je me suis mis dans mon lit et j'avais en fait donc ma vieille tablette à l'époque, et je me suis demandé comment moi je me représentais un pod, donc un des concepts les plus basiques et les plus utiles de Kubernetes. Et là en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris la tablette et j'ai dessiné une Pokéball. Et là du coup j'ai fait ok, donc pour toi un pod c'est comme une Pokéball. Et après, donc, j'ai mis, j'ai mis ça, j'ai dessiné la Pokéball. Et après, en dessous, j'ai dessiné une Pokéball qui est ouverte, et à l'intérieur, j'ai mis 2 conteneurs. J'ai fait, ok, donc un pod, ça peut contenir un ou plusieurs conteneurs, etc. Et du coup, j'ai fait une petite feuille, un petit dessin, avec ces Pokéballs, ces pods, et je me suis dit, allez, tu le mets, tu fais un tweet. Les réseaux sociaux, j'utilise pas mal. Et là, je me suis aperçue que ça plaisait et que on va dire que c'est cette manière qui était très différente. C'était la première fois que l'on faisait ça en fait. Première fois que quelqu'un décortiquait Kubernetes, creusait chaque concept et les rendait de manière, je vais pas dire enfantine, mais un petit peu quand même. Ouais. Et cette manière très différente, ça a plu. Et j'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient c'est trop bien, allez, la suite, je veux la suite. Et du coup, pendant des mois et des mois, jour,
soirée, nuit, week-end, jours fériés, etc. J'en ai fait encore. Et du coup, en fait, quelques mois après, j'ai du coup sorti un e-book, en fait. Un e-book de recueil de sketch notes sur Cube. Ok. Et après, il m'a fallu 2 années après, de l'itération, etc., pour que le e-book soit soit un vrai livre. Ok. Un bouquinou, en fait. J'appelle ça comme ça. Et le truc, c'est que, voilà, donc c'est rigolo, parce que je sais pas pourquoi, un samedi ou dimanche après-midi, je me suis demandé, pour moi, c'était quoi, du coup, donc un pod, en fait. Mais voilà. Et est-ce qu'avec le dessin, parce que tu parles effectivement de représentation enfantine, Un sketch note, mais ouais. ouais, mais Pareil. au-delà de l'aspect enfantin, parce que bon, la Pokéball, effectivement, c'est ça. marrant comme représentation, mais On connaît en plus. oui, c'est effectivement. Mais du coup, Est-ce que tu crois que cette forme de représentation et de transmission de l'information t'oblige aussi à... Ah, j'ai le mot qui a disparu au moment où je formulais ma merde. question. À simplifier d'une certaine façon, tu vois, est-ce que tu arrives à retranscrire toute la complexité que peut représenter Kubernetes avec justement ces dessins au final assez triviaux, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Est-ce que trivial, ouais. tu donnes une certaine trivialité à un sujet qui est quand même très complexe, mais du coup, est-ce que tu arrives à garder à pouvoir quand même appréhender cette complexité et pouvoir du coup faire comprendre cette complexité? Je sais pas si ma question Alors, est... en fait, alors, en fait, à mon avis, en gros, ce que je tente de faire, c'est de le rendre en fait simple. Ok. Par exemple, en fait, dans le livre, je prends du coup chaque concept en expliquant en fait que les choses les plus utiles et avec le moindre de mots possible et avec toujours, on va dire, et un du coup mix, un peu de mots en anglais et des flèches, des carrés, des ronds, des Pokéballs, des voitures, des avions, c'est ce que vous voulez. Mais en gros, pour répondre à ta question, en fait, c'est très difficile de, on va dire, tout expliquer cube ou autre, en fait, tout en visuel, mais si on décortique, si on prend un concept après l'autre, et on va dire, si on tente d'expliquer que ce qui va être utilisé, et du coup, ça marche au final. Ouais. Du coup, tu vois. Mais, tu vois... Pas simple en tout cas. Oui, mais non, parce que après du temps. J'y vois effectivement une certaine forme de Des années, complexité parce que, tu vois, moi, par exemple, avec ce podcast, j'ai fait le choix de m'adresser que à des développeurs et des développeuses. Donc, à partir du principe que on s'adresse à des gens dont c'est le métier et qui ont déjà une forme d'expertise, de connaissances. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a plein de gens qui écoutent ce podcast qui sont en cours de formation, qui sont en train de devenir développeurs ou développeuses. Des étudiants aussi, peut-être. Des étudiants, effectivement. Ouais. Mais ça montre que c'est quand même des gens qui sont déjà un peu dans le truc, qui sont déjà dans un mode d'apprentissage. Et j'ai quand même l'impression qu'on fait déjà un métier qui est complexe, c'est-à-dire que même la base de notre métier, si tu prends les technos les plus simples, les plus approchables, qui sont considérés comme les plus rudimentaires par une communauté de sachants et de sachantes de notre profession, elles sont quand même difficilement appréhendables par le grand public. Donc, tu vois, si tu prends un concept comme Cube, qui du coup est encore plus loin, je pense que c'est très loin. C'est loin. Mais tu vois, je trouve que... en simplifiant, oui, mais en fait, ce que j'essaie justement de formuler, c'est que même si on essaye de simplifier notre métier, de l'expliquer à monsieur et madame tout le monde, on les base quand même. je pense pas que pour autant les gens soient capables
d'exercer notre métier quand on essaye de simplifier au maximum pour leur expliquer les concepts. Ma question, en fait, c'est quand tu essayes justement de simplifier, de vulgariser et d'expliquer tous ces concepts de Kubernetes, est-ce que ce qui en ressort pour la personne qui va le consommer, c'est en fait une meilleure compréhension de OK, comment ça fonctionne, nanana, sans pour autant donner la capacité à la personne de l'utiliser de manière pleine, consciente et active. Je sais pas si... Alors, en fait, pour moi, et c'est, on va dire, parce qu'on m'a également dit, tu as, on va dire, peut-être 2 catégories de gens qui vont, on va dire, utiliser, on va dire, ce genre de livre, en fait. Tu as donc la première catégorie, c'est les gens qui connaissent déjà Cube, qui sont expérimentés et qui vont, on va dire, prendre le sommaire, en fait, hop là, et ils vont directement aller au concept, à la fonctionnalité qui les intéresse, car ils doivent rajouter un else et ils savent plus comment faire, hop, etc., tu vois. Mais en gros, ils ont une fonctionnalité, il y a un node, il faut le drain, bon, ils ont une fonctionnalité à faire, et ça, si cette feature, cette fonctionnalité, tu la fais pas tous les jours, tu oublies, tu sais plus, tu sais pas comment tu vas l'approcher, et ce guide, on va dire ça comme ça, ça va permettre de jouer au sommaire, je sais où aller, je prends la fonctionnalité, elle est, je sais pas, page 42, je tourne la page, j'accède, et du coup, ça va permettre de faire un mémo, un rappel, et c'est plus en fait comme un aide mémoire en fait. Mais pour moi, ce guide, ça ne doit pas remplacer la pratique en fait. Parce que en fait, Kubernetes ou Docker ou les conteneurs ou même un langage, c'est très important de pratiquer. Donc tu peux te aider avec ce genre de bouquin. Tu peux découvrir, tu peux mettre un premier pas dans la technologie, tu découvres la technologie en plus d'une manière fun, c'est un peu mieux que des livres avec des mots, etc. Ça va plus vite, ça va plus vite à lire, plus vite à digérer, plus vite à comprendre, et du coup, premier pas, tu mettais c'est quoi? Ah, du coup, ouais, donc les pods, ok, ça contient des conteneurs, les déploiements, ça fait ça, etc. Du coup, c'est ton premier pas, c'est de apprendre, découvrir et comprendre. Et après, le deuxième pas, c'est toi en fait. Ça va être avec ces connaissances-là, tu vas toucher à la technologie, tu vas taper les lignes commandes, tu vas faire du YAML, tu vas faire attention à ton indentation, parce que sinon ça crache. Donc tu vas appliquer tes déploiements, tu vas déployer tes applications, tu vas les scaler, etc. Et en manipulant concept après concept, tu vas comprendre la technologie. Donc c'est plus un guide qui te permet de découvrir et aussi donc pour les débutants, j'ai pas mal d'étudiants qui me disent c'est cool, oui c'est vrai que ça permet d'aller plus vite parce que les étudiants ils doivent vite apprendre une technologie, un langage, ils doivent vite faire des projets, des programmes rapidement et passer d'une technologie à une autre. Du coup ça permet d'aller plus vite et de comprendre très rapidement. Donc, en fait, tu évoquais tout à l'heure le fait que grâce au dessin, en fait, tu te crées une petite boîte à outils d'éléments. En fait, toi, tu donnes à quelqu'un une boîte à outils déjà un peu remplie. Oui, c'est ça. Sur le concept de cube, en tout cas. Oui, c'est ça. Pour ce qui est de la partie représentation visuelle, on en a tous déjà un peu fait quand on était étudiant. Et je pense que ça se fait dans tous les types de cursus qui peuvent exister. On parle des dessins UML, des graphes UML, des Muriz, effectivement. Ça nous ramène... Mamie, c'est bon. Je sais pas si ça existe encore, mais... J'en ai qu'une. Mais effectivement, en fait, toute cette représentation, on est toujours amené à le pratiquer un peu en cursus. Oui. On voit effectivement des slides après en entreprise avec un ensemble de graphes et compagnie. Un diagramme de classe, peut-être. Par exemple, aussi. Ouais. Comment ça se fait qu'on le retrouve pas tant que ça dans des livres? C'est-à-dire que dans des livres, tu vois quand même beaucoup de texte et un peu de graphes.
Ouais. Mais c'est rarement peu de- dans l'autre sens. Comment est-ce que toi, tu l'expliques? En l'autre sens. Dans les livres, c'est rarement, surtout du dessin et un peu de texte. Et oui, non. En général, c'est plutôt beaucoup de texte et un peu de dessin. Ça arrive, tu prends n'importe quel bouquin de tech, par moment, il y a des graphes, il y a des dessins. Ouais, tu vois, ça on en marche. a, bien En sûr. gros, c'est le. Mais c'est pas, là, le ratio est pas, Ouais, le ratio. est pas dans le même sens. Alors, en fait, bah, j'ai l'impression que les livres informatiques, que les livres techniques sont écrits comme des romans, en fait. C'est ce que je pense. J'ai l'impression voilà, que même si tu prends un livre sur les designs patterns, etc., ce que tu veux, j'ai l'impression que le livre, il va être fait comme un roman. Du coup, blablabla, blablabla. Ah, j'ai un mot qui m'intéresse. Blablabla. Ah, un autre mot. Et du coup, c'est dommage. Parce que c'est pour moi, ouais, pour moi, je trouve que les livres sont faits comme des romans. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression que tu noies en fait ton information importante dans un paragraphe. Alors que si tu mets 3-4 mots, moi, c'est tout, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir un paragraphe qui raconte toute l'histoire de oui, c'est un langage qui a été inventé en 1982, enfin je sais pas quoi, etc. Moi, je veux juste savoir ma réponse en fait. Du coup, voilà, ça, ce côté livre informatique qui sont plus très gros. Hein. Les livres sur un concept, sur Java, je sais plus, on est combien 20 et quelques. Enfin, à chaque fois, les livres, c'est des pavés. Du coup, est-ce qu'en plus, en 2025, on a le temps, maintenant, nous, de lire 500, 600, 700 pages de blablabla, en fait? Je me le demande, tu vois. Ouais. Donc, du coup, c'est le côté livre qui est fait en rédigeant, en parlant énormément. Pour moi, c'est dommage, en fait. Parce que tu as des gens, je connais, il y a pas mal de personnes qui passent du temps pour écrire un livre avec que des mots, ça prend des années. Le livre est mis à jour, le livre est lu, tu as du proof reading, ça va du coup à un éditeur, le livre imprimé, et après déjà il bouge plus, c'est fini. Et le truc c'est que ça a mis des années à pouvoir écrire tous ces mots, tous ces chapitres. Et le truc c'est que c'est dommage parce que la majorité des livres informatiques, tu le prends, ah il est trop bien, etc. Tu le prends, tu commences à lire, et puis après, t'as ta vie, t'as tes enfants, t'as le quotidien, et le livre est là. Du coup, tu vois, donc c'est dommage, je pense. Et puis, alors, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, et une composante importante de notre métier passe aussi par la pratique. Et je pense que c'est effectivement un mode d'apprentissage extrêmement fort. On apprend parfois par le feu et parfois juste avec les larmes, avec les larmes ou parfois avec le temps, simplement. Les cheveux blancs. Pour ceux qui ont plus de chance, mais effectivement, la pratique est importante. Et c'est vrai que donc, de ce que je comprends de ton livre, c'est effectivement un ensemble de concepts qui sont résumés concept par concept, auxquels tu peux aller référer quand tu en as besoin et de manière accessible. À la demande, en fait. Ouais. En revanche, tu évoquais effectivement à l'instant que un livre, on va mettre beaucoup de temps à l'écrire et qu'au moment où il sort et au moment où tu l'as fini, en fait, c'est déjà dépassé. C'est ça. Mais au final, toi, ton livre, tu as commencé à le faire en 2020. Et tu disais aussi que tes livres, il est mis à jour à chaque fois. Oui, mais tu vois, t'expliquais aussi qu'un livre, il est figé dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est imprimé, il bouge plus. Toi aussi, en fait, ton livre, maintenant, il est imprimé, il bouge plus. Lui, ce livre-là, il bouge plus. Sauf que le truc, c'est que ce que je fais en parallèle, je mets à jour également, parce que j'ai la version physique qu'on peut toucher, qu'on peut lire, qu'on peut tourner, et j'ai la version en PDF, en fait, que je mets à dispo. En fait, et ce que je fais, c'est à chaque mise à jour de Kubernetes, à chaque nouvelle version, je fais une révision intégrale. Je modifie des pages et des pages, je remets, etc. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets à disposition toutes les mises à jour après pour zéro, en fait. Okay. Et du coup, tu as le PDF une fois, et après, à chaque nouvelle sortie, Kubernetes 1.31, 32, etc., tu as les mises à jour. Okay. Parce que sinon ce qui arrive, c'est que tu as un livre, là, papier,
je peux pas faire autrement. J'aimerais bien. J'en connais qui, au début du livre, qui commençaient à imprimer les du coup, mages, et du coup, qui les mettaient dedans. Sauf que là, maintenant, on est à de 2020, on est à 2025. J'en suis à la version 2.0.8, je crois. Donc voilà. Donc, du coup, ça a changé. Le livre, pour moi, le livre, c'est comme du soft. Hein. Je le mets à jour avec des releases, avec un changelog. Mais du coup, le PDF, oui, je le mets à jour parce que pour moi, c'est important. Parce que si ton concept évolue, et avec Cube, ça évolue pas mal. Ça se complexifie encore plus. Donc du coup, il faut expliquer d'autres choses. Tu as des concepts qui existaient en 2020, qui n'existent plus maintenant. Du coup, ça se met à jour. Ouais. Donc du coup, c'est important de mettre à jour parce que si tu as un concept, si tu regardes ton sommaire, si tu vas sur les pages qui vont bien, et si ce qu'on t'explique, ça marche plus, c'est rageant en fait. C'est comme quand... parce que moi, je fais des livres, mais je fais également des guides. Avec OVH, je fais pas mal de guides sur Cube, les conteneurs, notre Arbor, le registry, Ranchox, etc. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est que quand moi, déjà, je vais dans les articles blog, je vais surtout dans des guides, etc. Je veux que quand je copie-colle une idée commande, ça marche. C'est frustrant. Tu trouves un doc, ça répond à ma question, je suis trop contente, allez, tu copie-colles la première ligne, ça m'est arrivé trop souvent, et là... D'emblée, ça marche pas. C'est frustrant en fait. Donc le truc, c'est que comme moi, j'en consomme beaucoup, j'en fais beaucoup, du coup, j'ai l'habitude de mettre à jour. Okay. Et j'ai aussi un repo GitHub, un repo Git, où s'il y a des gens qui trouvent des problèmes, ils me créent des issues. Tu me crées une issue à une feature qui manque. Je crée une nouvelle fonctionnalité. S'il y a un bug, s'il y a une typo, ou peut-être, j'avais fait au début, j'avais un dessin qui était inversé. Ça arrive, et tu me crées une issue, et du coup, moi, je regarde, j'analyse, je traite comme un logiciel, et après, tu mets à jour le PDF. Ok. Et est-ce que ça veut dire que de la même manière, il y a des gens qui peuvent ajouter des dessins à ton repo, non. Ou pour le moment pas encore? Pour le moment, non. Okay. Tu vois? Est-ce que du coup, tu vends ton livre avec un stylo et des pages blanches pour inciter les gens aussi à prendre le réflexe Non. Mais cela peut être une idée, en fait. À la fin, tu te rajoutes... Allez, j'allais dire 1-2, mais tu rajoutes 5-10. Au moins 5-10 pages. Et aussi, je pense que dans les premières lignes, tu commences à les aider. Peut-être que tu mets des mots, tu mets la boîte à outils, et après, tu laisses tout blanc. Je pense qu'on peut faire un mix des deux. Et comme ça, si tu as une idée, si tu veux, peut-être tu as un dessin, et tu dis, alors oui, je comprends ce que ça veut dire, mais si je fais ça, je comprendrais peut-être mieux moi. Donc oui, c'est une idée, pourquoi pas. Ouais. Très bien, merci beaucoup Aurélie. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir assisté à cet enregistrement. Donc voilà, je vous invite effectivement à tester, de lâcher un peu le clavier, de prendre un peu plus le crayon et le papier, que ce soit pour vous ou pour expliquer à d'autres ce que vous essayez de faire. Ça a effectivement beaucoup de mérite. Ça résonne avec plein d'autres épisodes qu'on a pu faire ici. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de recul, à prendre le temps de la réflexion, à dessiner, à vous faire effectivement cette petite boîte à outils, que ce soit sur une tablette ou sur papier. C'est effectivement beaucoup d'utilité. De ma part, je vous remercie aussi toujours de partager ce podcast autour de vous, de mettre un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Ça fait remonter dans les algos. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io.
Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.